Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle en ce mercredi 24 février 2021. Aujourd'hui, il est question du cannabis, du tabagisme et de la compartimentation en copropriété. Puis si on a le temps, on pourra même déborder du sujet et les internautes pourront poser des questions qui sont hors sujet, qui n'ont pas nécessairement rapport avec le cannabis, le tabagisme et la compartimentation en copropriété. Mais je pense que avec la thématique d'aujourd'hui, on pourrait faire 1 heure facilement. Alors, le cannabis, à titre d'aide-mémoire, pour vous le dire, a été décriminalisé officiellement le 17 octobre 2018. Là, je regarde, je ne sais pas si nous sommes en direct. Oui, nous sommes en direct, ça y est. Oui, c'est vrai. Là, je nous vois, nous sommes en direct. Donc, le cannabis a été décriminalisé le 17 octobre 2018 au Canada. Les syndicats de copropriétaires avaient jusqu'à cette date pour en interdire l'usage dans leurs parties communes et parfois même privatives afin d'éviter qu'un copropriétaire puisse possiblement invoquer l'article 1102 du Code civil du Québec au tribunal ou même l'article 1063 qui stipule que chaque copropriétaire dispose de sa fraction. Il use et jouit librement de sa partie privative et des parties communes à la condition de respecter le règlement de l'immeuble et de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Donc, on va en parler avec nos invités, dont Maître Serge Abud, je vous les présente dans quelques instants. Certains juristes affirmaient qu'interdire cette substance avant le 17 octobre 2018 serait difficilement contestable par un copropriétaire sur le plan juridique. S'il le faisait, on estimait que cette interdiction passerait le test des tribunaux. On va voir que le test, il va peut-être se passer bientôt, là, parce que ça fait un peu plus de 2 ans que ces interdictions sont entrées en vigueur dans plusieurs copropriétés. Et là, avec le temps, le bagage fait en sorte qu'on arrive aujourd'hui avec des causes, Maître Abud va nous en parler, des décisions qui ont été rendues. Et vous allez voir que c'est parfois surprenant. Donc, les tribunaux, cela dit, comme je le disais, le test des tribunaux n'est peut-être pas encore passé car, comme nous le verrons pendant cette web radio, un syndicat de copropriétaires s'est récemment adressé aux tribunaux pour faire respecter un règlement qui interdit l'usage du cannabis, que ce soit dans les parties communes ou privatives. Donc, Maître Abud va nous en parler. Mais il y a aussi un autre problème avec la thématique d'aujourd'hui qui risque de poindre à l'horizon, à savoir qu'interdire ces substances est une chose, mais prouver que quelqu'un en a fait usage en est une autre. Alors, vous êtes dans votre immeuble, un copropriétaire se plaint qu'un autre a possiblement fumé du cannabis parce que ça sent le pot dans les parties communes. L'odeur de la marijuana a migré dans d'autres unités, mais encore faut-il pouvoir le démontrer pour pénaliser ou imposer des amendes en vertu d'une clause pénale. Alors, nous allons également parler pendant cette web radio de la compartimentation. Et ça, c'est un gros problème parce que la compartimentation, ça peut engendrer des troubles de voisinage parce que s'il y a migration d'odeur d'une unité à l'autre, eh bien, vous pouvez être certain que les copropriétaires qui sont affectés vont se plaindre, ou en tout cas ceux qui sont affectés par ces migrations d'odeur dans leur unité risquent de se plaindre. Et si le problème n'est pas résolu, ça pourrait peut-être aller jusqu'au tribunal. On va en parler également de ça. Alors, je rappelle que cette émission est une présentation de Condo Stratégie. Alors, Condo Stratégie, donc, c'est une firme en gestion de copropriété qui donne leur juste. Du personnel compétent, une structure de travail bien établie ainsi qu'un plan de match infaillible. 3 ingrédients réunis pour déployer une stratégie adaptée à votre réalité. Pour une gestion immobilière impeccable, 2 mots-clés à retenir, Condo Stratégie. Pour en savoir plus sur cette entreprise, visitez son site web à condostratégie.ca, condostrategis.ca, en un seul mot, et ils pourront répondre à toutes vos questions. Donc, cela dit, je voudrais également
vous informer que sur condolégal.com, il se trouve plusieurs fiches pratiques, dont celle sur les troubles de voisinage, fiche pratique très bien faite. Alors, si vous voulez consulter cette fiche, elle se trouve dans la section Vos droits. Vous allez dans Fiches pratiques et vous avez également d'autres fiches pratiques. Si vous tapez le mot-clé ici, marijuana, vous allez voir qu'il y a une série de textes, d'articles qui parlent du marijuana, dont un qui date d'avant le 17 octobre 2018, qui indiquait aux copropriétaires, aux syndicats de copropriétaires, qu'ils pouvaient, s'ils le voulaient, interdire la marijuana dans les parties communes et privatives. Alors voilà, et également, il faut aussi parler d'un cas ici, on va en parler pendant l'émission, d'un locataire qui a été évincé de son logement par le propriétaire du dessous parce qu'il fumait de la marijuana à des fins médicales, évidemment, mais comme Maître Abud va nous l'expliquer, fumer du pot à des fins médicales ne donne pas le droit pour autant de nuire à la qualité de vie des autres. Alors donc, je reviens à nos invités que je vous présente immédiatement. Serge Abud est avocat chez LJT Avocat, avocat en droit de la copropriété. Bonsoir, Maître Abud. Bonsoir. Gabriel Marcu, gestionnaire de copropriété. Également, il est un de ceux qui répondent aux nombreuses questions posées sur la ligne Info-Gestion du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure de la ligne Info-Gestion. Je vous dirai comment vous y rendre. C'est une ressource inestimable. Donc, Gabriel Marcu répond à des centaines de questions que se posent les syndicats de copropriétaires et par extension les administrateurs de copropriété. Également, Hubert Saint-Pierre, ingénieur qui a développé une grande expertise dans le domaine du bâtiment, spécifiquement en copropriété, plus particulièrement en copropriété. Bonsoir, Maître Hubert. Bonsoir, bonsoir, Hubert Saint-Pierre. Et bonsoir, Gabriel également. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, donc, d'entrée de jeu, la première question s'adresse à Maître Abud. Maître Abud, vous dites, on parlait en début d'émission de certains jugements qui ont été rendus, justement parce qu'on commence là à tester devant les tribunaux ces interdictions de marijuana dans les parties communes et privatives. Et vous m'avez dit quelque chose d'assez étonnant concernant la destination de l'immeuble et des décisions qui ont donné raison au syndicat. Pourriez-vous nous là-dessus? C'est qu'au départ, il faut prendre en considération l'article 1056 du Code civil, que je peux, si vous voulez, lire pour le bénéfice de nos auditeurs. Pas long. Qui dit ce qui suit. La déclaration de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, ses caractères ou sa situation. Alors, on peut croire ici qu'on a trois concepts différents. Oui, effectivement, on a trois concepts qui sont la destination, les caractères et la situation. Sauf que, comme cela a déjà été soulevé en doctrine, séparer caractère et situation est erroné en ce sens que ça fait partie de la destination même. Il y a eu un gros débat théorique en doctrine, à savoir est-ce qu'on devait adopter la définition stricte ou la définition élargie de la destination. La définition stricte en droit de la copropriété québécois était de dire c'est soit résidentiel, soit commercial, soit les deux. La définition plus large, la définition élargie a été adoptée par la Cour d'appel du Québec dans l'affaire Kilzi, K-I-L-Z-I, où elle donne à 100% raison à Maître Christine Gagnon, qui dit en gros que la destination de l'immeuble, c'est l'ensemble des caractéristiques qui définissent l'immeuble au moment où la copropriété donc, est fondée. C'est le genre d'immeuble que les copropriétaires veulent finalement. Donc, chaque immeuble a une destination propre. Et chaque immeuble, chaque destination est un cas d'espèce. Donc, dans ce cas-ci, si on dit que les caractéristiques de l'immeuble et sa situation sont deux concepts intégrés dans la destination, une caractéristique telle que le fait d'être mal isolé, au sens d'un appartement à l'autre et de laisser passer la fumée, fait partie de la destination. Donc, sur cette base, ça suffirait au plan destination pour justifier l'interdiction de cannabis. D'une certaine manière, on pourrait presque établir
un genre de principe général à l'effet que pire est votre immeuble, mieux vous avez de chances d'interdire le Gagner finalement. Parce que c'est ça, en fait, c'est la compartimentation qui est déficiente et donc, par conséquent, les odeurs migrent d'une unité à l'autre. Voilà. Et là, ça a été pris en compte par le juge qui a Comme rendu une faisant partie décision favorable intégrale de la destination de l'immeuble, de la effectivement. destination de l'immeuble. Donc, la mauvaise compartimentation faisait partie de la destination de l'immeuble. Est-ce à dire, Maître Abud, que ces décisions, parce qu'en ce moment, vous avez entre les mains une autre procédure là, qui n'est pas encore tout à fait définie, mais bon, un syndicat qui s'adresse au tribunal pour faire cesser un copropriétaire de fumer de la marijuana dans son unité Oui. parce que c'est interdit là. Évidemment, on n'a pas tous les détails, mais est-ce qu'on peut dire que les décisions dont vous venez de parler créent un précédent et commencent à donner raison aux syndicats qui vont vouloir aller débattre de la chose devant un juge? Ben, encore une fois, le critère étant la destination, ça va dépendre de la qualité de l'immeuble. Si on peut faire la démonstration que la fumée, l'odeur ne sort pas de l'appartement, je vois difficilement comment on pourrait l'interdire. Ouais. Hubert Saint-Pierre, est-ce que ça se peut, un immeuble qui est tellement bien compartimenté, qu'il n'y a rien qui passe d'une unité à l'autre, aucune odeur, rien? Est-ce que c'est possible? C'est possible, mais c'est très difficile à atteindre cet objectif-là. C'est sûr que le code de construction a ses règlements, a ses critères de conception et par la suite, le constructeur doit réaliser ces travaux-là conformément au code qui stipule, entre autres, la compartimentation entre chaque logement. Donc, aussitôt qu'il y a une faiblesse, une fuite, c'est sûr que les odeurs vont se promener. C'est directement relié à la ventilation de l'immeuble. Oui. Mais est-ce qu'on peut, si la construction est bien faite, est-ce qu'on peut bien compartimenter au point que quelqu'un fume dans son unité, quelqu'un fume de la marijuana, quelqu'un fume une cigarette, ça ne sent pas nulle part ailleurs que dans son unité. Est-ce que ça se peut, ça? Je serais tenté de dire oui. Par contre, on vit tous l'expérience de la différence entre la fumée de cigarette et la fumée de marijuana, Oui. qui a beaucoup plus d'odeur. Mais techniquement, la façon que la ventilation fonctionne d'un bâtiment, c'est possible d'éviter la dissipation des odeurs dans l'immeuble, de conserver ça dans le logement comme tel. Par contre, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est dépendamment de l'âge de l'immeuble en soi. Le code a beaucoup évolué depuis 20 ans. Anciennement, c'était pratiquement impossible. Dans des immeubles, je vous dirais, de plus de 30 ans, c'est pratiquement impossible dans l'état actuel de la construction à ce moment-là d'avoir la compartimentation. Aujourd'hui, le code est beaucoup plus strict et si c'est bien fait, c'est possible de le faire. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent poser des questions à nos invités qui se font un plaisir d'y répondre. Alors, n'hésitez pas. Et je dis également à nos auditeurs, si vous avez des sujets, des thématiques que vous aimeriez proposer, eh bien, allez-y, soyez généreux, parce que la web radio de ce soir est inspirée d'une suggestion faite par un auditeur, justement. Parce que la question était la suivante. Un copropriétaire fume du cannabis, la cigarette dans son unité, Maître Abud. C'est beau là, de l'interdire, c'est bien, mais prouver ou démontrer que la personne en question a fait usage du cannabis ou du tabac dans une zone interdite, c'est pas toujours évident. Comment on peut faire ça, Maître Abud? Comment on peut démontrer ça? Comment on peut faire? C'est pas évident. Quand vous dites c'est pas évident, d'une part, il faut faire la distinction entre ce qui est le poids, le fardeau de preuve, pardon, dans un dossier criminel par rapport à un dossier civil. Évidemment, ici, ce serait du droit civil. En droit criminel, on l'a assez entendu récemment suivant certaines décisions rendues, il faut faire une preuve au-delà de tout doute raisonnable. Bien sûr, ce n'est pas le cas en droit civil. En droit civil, l'article 2804 requiert ce qui suit. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Donc, on parle de 50% plus 1 ici, si vous voulez. Là. Bon. La prépondérance de preuves.
Alors, quelles sont les preuves? Qu'est-ce qui est Oui, ouvert comme... oui, il y a évidemment les témoignages des gens qui subissent et qui sont capables de dire d'où ça vient. Il y a peut-être des admissions faites par la partie qui est poursuivie. À la rigueur, est-ce qu'il pourrait y avoir peut-être un huissier qui serait dépêché sur les lieux pour faire un constat et constater justement la provenance de la fumée? Des déclarations assermentées par des gens qui les ont subies. Tous les moyens de preuve civile sont ouverts là. Donc, ouais. si la partie inverse ne peut pas renverser cette preuve-là, ben, on a pas mal une bonne partie du chemin qui est faite. Là. Ouais. Gabriel Marcu, est-ce que dans la copropriété que vous gérez, c'est au-dessus de 100 portes, là, vous avez, je pense, hein, vous me disiez que vous avez interdit l'usage de la marijuana dans les parties communes et privatives. Oui, la majorité des copropriétaires y ont voté en faveur de ces règlements-là. Pour être plus exact, tous les copropriétaires présents à l'Assemblée où ce qu'on a adopté ces règlements-là ont été en faveur de ce règlement. Euh, Honnêtement, depuis l'adoption du règlement, nous n'avons pas eu de situation où ce qu'on a été obligé d'appliquer ces règlements, juste par sensibilisation, Mhm. puis par le fait que la voix de la majorité y a dicté un petit peu la façon que les autres ils doivent se comporter. On a eu un couple de personnes qui ont quitté les unités l'année suivante, puis qui étaient possiblement des consommateurs. Puis à partir de ce moment-là, une fois que les nouveaux baux étaient fermés, on spécifiait que le règlement d'immeuble interdit le cannabis dans toutes les parties. Donc, les nouveaux, ils signaient un règlement d'immeuble avec l'interdiction de cannabis. Donc, il était opposable à eux tout de suite en partant. Ouais. Et ça, c'est évidemment le devoir d'un gestionnaire lorsqu'un nouveau, lorsqu'un un nouvel arrivant se présente, de lui opposer, en guillemets, le règlement de l'immeuble, dont l'interdiction du cannabis. Donc, ça, c'est une chose qu'un propriétaire bailleur devrait faire, ou en l'occurrence, un gestionnaire, n'est-ce pas, Gabriel Marcu? Ben, une fois que les copropriétaires il fait les preuves qu'il a tout fait ces étapes, le gestionnaire, il n'y a pas d'autres étapes à faire, mais un gestionnaire qui regarde le respect du règlement de la copropriété, il doit s'assurer que le locataire il est au courant, donc il doit contacter le locataire, il doit se présenter, puis lui expliquer qu'il y a des règlements de copropriété, poser la question s'il est au courant des règlements. Souvent, chez nous, dans notre copropriété, on fait ça lors de prise de rendez-vous pour le déménagement. On demande certaines informations sur les locataires par rapport à l'accès à l'intercom. Donc ça nous permet d'avoir une interaction là, pour quelques minutes, parfois 10-15 minutes. Mhm. Puis lors de ces conversations, mais on s'assure que les locataires, les nouveaux locataires, il n'y a pas des habitudes contraires au règlement de la copropriété. Ben, on spécifie surtout la consommation de cannabis. Ouais. Euh, Aussi, au niveau de visites qui peuvent être faites dans ces unités. Ça se peut que les locataires, ils ne fument pas, mais lors de visites, il y a des gens qui interviennent, puis il y a une partie où il y a une journée onomastique, il y a la fête de quelqu'un, mais certains visiteurs ils peuvent fumer pendant ces événements de cannabis. On avise le locataire que ça c'est interdit aussi. Donc, une fois que ces étapes sont faites, au moins les locataires ils savent l'environnement où ils vont habiter. Puis, s'ils choisissent d'habiter là-bas, c'est parce qu'ils n'ont pas ces habitudes-là. Ouais. Maître Abud, j'ai une question pour vous de la part d'une auditrice, là. Et Oui, ça nous ramène à ce dont on parlait en début de Web Radio, c'est-à-dire la marijuana à des fins médicales est acceptée, mais jusqu'à un certain point. On a vu il y a quelques années un locataire être évincé par son propriétaire du dessous parce qu'il fumait du cannabis à des fins médicales, mais il brimait la qualité de vie des autres. voilà. Alors, c'est l'affaire Chassé contre Chartier en 2018, qui était en fait antérieure à l'entrée en vigueur de la loi légalisant le cannabis.
Mais la Régie du logement, qui aujourd'hui porte le nom de Tribunal administratif du logement, Oui. disait ce qui suit. Ce n'est pas parce qu'une personne ne commet pas une infraction criminelle en possédant ou en consommant de la marijuana prescrite par un médecin que cela crée un droit d'indisposer les voisins en leur imposant ce que l'on appelle couramment la fumée secondaire. Alors, regardez, c'est une question ici, à ce moment-là, ça devient une question de trouble de voisinage. Et Ouais. bien sûr, le simple fait d'avoir une justification médicale ne permet pas de causer ce trouble de voisinage, un trouble Ouais. anormal Ouais. de voisinage Ouais. aux gens qui vivent autour de nous, là, tout Ouais. simplement. Une autre question pour vous, Maître Abud. Est-ce que l'explication de Maître Abud sur les odeurs de cigarettes s'appliquerait à un problème d'odeur lié à d'autres types d'odeurs, par exemple l'urine d'un chat ou des Ben, excréments de généralement, chien? on entre dans une perspective plus large ici, parce qu'on parle en copropriété, bien sûr. Vous avez, la plupart du temps, vous allez avoir dans les déclarations une clause presque omnibus qui dit qu'il ne faut pas nuire à la jouissance paisible de leur unité privative par des autres copropriétaires, soit par les odeurs, soit par le bruit, soit on a généralement l'énumération de ce qui peut être un trouble. Alors, Ouais. ça entrerait justement dans cette catégorie-là. Et Et à la évidemment, rigueur, on pourrait même, sans avoir de réglementation spécifique sur la marijuana, on pourrait utiliser ce genre de clause omnibus pour réprimer, si vous voulez, l'usage si ça trouble les autres ouais, copropriétaires, bien ouais, sûr. ouais, effectivement. Et là, si le problème n'est pas résolu, ça peut entraîner un trouble de voisinage avec toutes les conséquences que cela suppose. Et il y a une Voilà. fiche pratique sur le site condolégal.com dans la section, vous allez dans la section Vos droits, fiche pratique, et vous allez trouver trouble de voisinage. Ça explique vraiment bien ce que c'est. Donc, Hubert Saint-Pierre, une question là. Est-il important de maintenir la ventilation dans les espaces communs en tout temps afin de maintenir une pression positive dans les corridors et garder les odeurs à l'intérieur des appartements? Très important, c'est le secret, en fait. Les bâtiments sont conçus comme ça et cette ventilation-là doit être fonctionnelle 24 heures sur 24. Ouais. Il y a beaucoup de copropriétés qui, par souci d'économie, vont couper la ventilation peut-être la nuit ou entre les repas, parce qu'évidemment, cet air-là doit être chauffé. Alors, il y a un coût à ça, un coût énergétique. Mais à chaque fois qu'on arrête le système, dépendamment de l'auteur du bâtiment, de son ampleur, le système est assez long avant de se rebalancer. Alors, comme vous l'avez dit, les corridors, c'est de l'injection d'air frais qui doit être chauffé. Donc, quand on dit injection, donc c'est pressurisation du corridor. C'est requis par le code, Ouais. principalement d'ailleurs pour protection incendie, c'est-à-dire s'il y a un feu dans un logement, il faut que la fumée reste dans le logement. Puis Ouais. par le fait même, ben, l'odeur aussi reste dans le logement. Ouais. Alors, puis dans le logement comme tel, il y a les évacuateurs, donc les hottes de cuisine, évacuateurs salle de bain, les sécheuses. Donc, ça fait évacuer. Donc, il y a tout un équilibre qui se fait dans l'immeuble et qu'il faut maintenir en fonction constamment. Puis c'est comme ça qu'on va éviter la propagation des odeurs. Parce que comme vous me l'expliquiez récemment, si on interrompt la ventilation, si on coupe la ventilation par intermittence, une fois qu'on rallume le tout, une fois qu'on réactive le tout, il faut un certain temps avant que la ventilation prenne le contrôle, là. Oui, tout à fait. Donc, tout est conçu comme ça. L'ingénieur qui a fait le concept initialement, il calcule un volume d'air à remplacer et un volume d'air à injecter, un volume d'air à évacuer. Et l'évacuation est en contrôle avec les copropriétaires. Donc, si on ventile les corridors et on ne ventile pas le logement, on crée des situations de pression positive ou négative. Ouais. Et tout ça, c'est un cycle qui doit fonctionner d'une façon continuelle pour que ça soit efficace. Ouais. Alors, quand il y a un problème d'odeur, la première chose qu'on doit regarder, est-ce que le système de ventilation en place est fonctionnel et efficace? Ouais. Gabriel Marcu, est-ce que vous, dans la copropriété que vous gérez, vous maintenez le système de ventilation en fonctionnel en permanence et est-ce que ça porte ses fruits? Oui. Le système de ventilation, c'est sûr que c'est le secret pour garder un équilibre pour les odeurs puis pour la pressurisation de l'immeuble. Donc, je confirme tout ce que ça a été dit par M. Saint-Pierre. C'est un système qui est balancé avec les extracteurs des unités privatives.
Donc, ça aide à garder un équilibre dans les copropriétés par rapport aux pressurisations. Puis, c'est vrai, c'est des normes de sécurité incendie qu'on fait vérifier chaque année. Oui. Oui, OK. Oui, en fait, donc, et ça fonctionne, là, je veux dire, ça fonctionne vraiment. Est-ce que ça aide vraiment à expulser les odeurs qui, sinon, resteraient à l'intérieur puis s'immisceraient dans les parties communes? Est-ce qu'on voit vraiment une différence? Ben, c'est sûr que si on arrête la ventilation, on voit tout de suite la différence, OK. mais c'est pas juste la différence d'odeur, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver lors d'une mauvaise ventilation des immeubles. Donc, ça peut se créer du débalancement des pressions entre les unités puis les espaces communs. Mhm. Ça peut provoquer des portes là, qui vont fermer plus Ouais, brusquement, puis ouais, certains problèmes d'humidité qui vont être créés dans les unités ou dans les espaces communs. OK. Donc, il y a plusieurs éléments là, à corriger avec la ventilation. Ouais. Hubert Saint-Pierre, l'entrepreneur a installé un échangeur d'air entre les portes coupe-feu et malheureusement, les odeurs persistent. Est-ce qu'on peut remédier à cela? Là, il faudrait voir par contre, parce qu'un échangeur d'air, euh, donc il y a une entrée d'air frais. Souvent, ces unités-là sont installées dans l'unité de copropriété, prendre de l'air frais extérieur, puis évacuent l'air vicié du logement en soi. Oui. Mais ça n'empêche pas, si vous voulez, la propagation des odeurs. Ouais. Est-ce que Maître Saint-Pierre, excusez-moi, je confonds Maître Abud avec Hubert Saint-Pierre. Pourquoi je fais ça? Désolé. Ça doit être la fatigue. La bonne vieille méthode, évidemment, ça ne répond pas à tout, là, ça ne fait pas foi de tout. Mais est-ce que le changement d'air, là, en préconisant l'ouverture des fenêtres occasionnellement, ça peut aider? Est-ce que c'est quelque chose qu'on recommande de faire? Bien, c'est sûr que ouvrir une fenêtre, ça apporte de l'air frais, ça évacue l'air vicié, mais ce n'est pas contrôlé vraiment. Euh, je vous disais que le code de construction, oui, a beaucoup évolué dans les dernières années. Anciennement, je vous dirais dans les années 80 et moins, quand une pièce pouvait ne pas être ventilée, parce que dans la mesure où il y a une fenêtre ouvrante, c'était considéré que la pièce était ventilée. Aujourd'hui, on sait bien que ce n'est pas le cas parce que l'hiver, on n'ouvre plus la fenêtre, donc il n'y a pas de circulation. Le code dans les années début 2000 oblige une ventilation mécanique puis un apport d'air frais extérieur. Alors, c'est ce qui fait qu'on peut contrôler à ce moment-là les odeurs, forcément, et aussi la santé, parce que quand on dit air frais, ben, c'est ça, on évacue l'air vicié du bâtiment. Oui, effectivement. On va revenir à la ventilation, Hubert Saint-Pierre, parce qu'il y a d'autres questions là, à ce sujet. Maître Abud, prenons l'hypothèse suivante. Un locataire qui fume de la marijuana ou une cigarette dans l'unité louée par le propriétaire bailleur et c'est interdit. Il se fait prendre, on peut démontrer qu'il a fumé de la marijuana. Qui paye? Est-ce que c'est le propriétaire bailleur ou le locataire qui paye la clause et l'amende? Tout dépend si généralement les déclarations de copropriété vont faire en sorte d'établir une sorte de solidarité entre le copropriétaire et le locataire, ou encore ça va être le copropriétaire seulement, parce qu'il est important pour que la déclaration soit opposable au locataire, pardon, qu'elle lui ait été remise. L'article, la loi le requiert spécifiquement. Donc, il faut faire très attention lorsque quelqu'un loue et qu'il n'a pas reçu copie du règlement de l'immeuble ou de la déclaration, elle ne lui est pas opposable. Ouais. C'est clairement requis à l'article 1057 du Code civil, Ouais. qui dit ce qui suit: le règlement de l'immeuble est opposable au locataire ou à l'occupant d'une partie privative dès qu'un exemplaire du règlement ou des modifications qui lui sont apportées lui est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat. Alors, les syndicats devraient toujours s'assurer qu'eux-mêmes remettent une copie du règlement de l'immeuble au locataire et fassent signer une déclaration comme de quoi ils l'ont bel et bien reçu. Avant la signature du bail. Avant la signature du bail. Non, après. Ça peut être après aussi. Bien sûr. Une fois que c'est fait, là, le règlement entre en vigueur. Une fois que c'est fait. C'est ça, même en cours de bail. C'est pas qu'il entre en vigueur, l'expression, c'est qu'il devient opposable. Ils sont obligés de le respecter. Donc, s'il s'écoule 2 mois de la signature du bail, l'occupation des lieux,
et la réception du règlement, ben, durant ces 2 mois-là, c'est, excusez mon français, just too bad. Just too bad. Euh, Mais est-ce que dans le scénario que j'exposais, ce serait au locataire de payer l'amende? enfin, ben, si la déclaration le prévoit, euh, comme je vous dis, il se Ouais. peut parfois qu'il y ait une solidarité qui soit prévue, mais il faut bien sûr que cette solidarité-là soit dénoncée au locataire. Autrement, ben, c'est le locateur lui-même qui paye au Qui, syndicat qui paye au et qui syndicat. ensuite réclame Ouais. en tant que dommage, réclame ça de Sinon, son c'est le locataire. locataire. Si c'est opposé, là, si c'est opposé au locataire, là, ce serait le locataire. Ben, comme je vous dis, tout dépend de la Peut-être pas. rédaction de C'est l'acte. pas de la rédaction. OK. OK. C'est pas des questions de principe dans la Ouais, je loi. comprends. C'est pas noir, c'est ni noir ni blanc, là, hein. Il y a des zones grises là-dedans, là. C'est ça qu'il faut Ben, comprendre. Sur les c'est baux, sur les nouveaux baux, excusez-moi pour interrompre, Oui, le oui, nouveau oui. beau, il y a une rubrique où ce que les locataires il doit signer s'il y a un règlement d'immeuble. Parce qu'en des lieux en copropriété, sur les baux, présentement, l'édition qui est en vigueur, il y a un endroit où ce que le locataire il signe avoir lu et compris les règlements d'immeuble. Ouais. Mais encore faut-il que le syndicat ait le droit d'exiger une copie du bail. Là. Oui. Ouais. Et là, il y a une autre question là, par rapport à cela. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Lors d'un avis, j'imagine, d'infraction, là, et qu'il y a un locataire, il faut donc aviser le locataire et le propriétaire qu'il y a eu infraction, Maître Abud? Ben, généralement, c'est que vous allez avoir une procédure dans la déclaration qui va spécifier est-ce que normalement l'avis doit être donné au copropriétaire parce que le syndicat n'a pas de lien juridique Ouais. avec le locataire. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, OK. en principe, le syndicat va s'adresser au copropriétaire pour qu'il fasse ce qu'il faut. Là. Ouais, OK. Euh, D'autres questions, c'est vraiment intéressant. Continuez. Les questions sont très pertinentes, comme d'habitude d'ailleurs. Hubert Saint-Pierre, ensuite, je vais à Gabriel. Peut-on obliger les copropriétaires à maintenir leur extracteur d'air en fonction en tout temps? Car dans la majorité des copropriétaires ont désactivé, dans cette copropriété-là, je présume là, que la majorité des copropriétaires ont désactivé leur extracteur. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bien, c'est sûr que ça ne devrait pas être permis, là, dans la mesure, quand vous dites désactiver, ça veut dire que initialement, donc, il y a un évacuateur qui est prévu fonctionner. Dans la nouvelle construction, là, depuis déjà plusieurs années, c'est prévu comme ça. Et effectivement, on voit à l'occasion des gens qui désactivent ce ventilateur-là, donc il affecte forcément la ventilation, l'évacuation de leur air vicié à eux. Ouais. Anciennement, les plus vieux bâtiments n'ont pas ces ventilateurs-là qui fonctionnent tout le temps. Donc, c'est difficile de savoir c'est difficile, si vous voulez, d'obliger les copropriétaires de laisser leur ventilateur en fonction tout le temps. Ouais. C'est Gabriel pas Marcu, prévu comme ça. est-ce que c'est un problème dans l'immeuble que vous gérez, ces questions de... Tout le monde respecte ça, là, l'interdiction de consommer de la marijuana ou de faire usage de la marijuana. Est-ce que ça se passe bien ou qu'est-ce qu'on fait quand on a un... Qu'est-ce que vous feriez si un propriétaire décidait que lui, il fumait du pot quand même dans son unité, là? Quelle procédure vous déploieriez? Qu'est-ce que vous feriez pour le convaincre d'arrêter? Comme pour tous les non-respects de la déclaration, la première intervention, ça va être verbal. Si le copropriétaire, c'est la première fois dans l'année financière qui est en infraction, mais déclaration spécifique, c'est un avis verbal. Suite à ça, ben, si il n'y a pas de correction, il n'y a pas de correctif par rapport à son non-respect, ben, on applique les clauses pénales. Souvent, dans les cas, chez nous, ça n'a pas été le cas, mais dans des situations d'utilisation de cannabis dans les copropriétés qui ont une interdiction par un règlement, souvent ce que ça aide, c'est on appelle des pétitions ou des témoignages de voisins, de gens qui habitent sur les mêmes corridors, des emails. Donc, il faut tout monter un dossier au moment
qu'on parte contre un copropriétaire qui ne veut pas respecter. Parce qu'ici, on parle plus de non-respect répété. On ne parle pas de quelqu'un là, qui a fumé une fois, puis on l'a avisé, puis arrêté. Ouais. Donc, on parle ici de quelqu'un là, qui ne veut pas respecter la déclaration. Donc, on doit rentrer dans une zone où ce que les copropriétaires, ils font ça volontairement, pas sans se rendre compte ou regarder, je vais essayer de régler, mais ils ne règlent pas. Donc, ici, c'est vraiment une opposition de sa part de s'ajuster au règlement de la copropriété. Oui, puis lorsque un gestionnaire prend les choses en main, ça peut rendre la vie plus facile aux administrateurs parce que les administrateurs souvent travaillent, mais là, en fait, ils travaillent chez eux, ils sont là, ils sont dans l'immeuble plus souvent. Mais est-ce que vous diriez qu'avec un gestionnaire, on réussit plus aisément à convaincre les récalcitrants d'arrêter d'enfreindre les règlements? Ben, comme dans tous les métiers, c'est sûr qu'un gestionnaire, il gagne sa vie avec ça. Donc, lui est habitué avec cette situation-là. Il y a moins de sentiments qu'un gestionnaire il va appliquer lors du non-respect des règlements. C'est sûr qu'un administrateur qui vit dans la copropriété, il va être abordé par son homme, il va être abordé dans l'ascenseur, on va frapper à sa porte, donc il va avoir moins des outils puis peu d'expérience pour gérer ces situations-là. Souvent, ces gens-là, ils veulent intimider un petit peu les administrateurs pour obtenir leurs bénéfices, c'est ce qu'ils cherchent. Donc, les administrateurs sont écœurés au moment donné. Ils vont éviter d'intervenir sur les gens là, qui sont en infraction. Un bon gestionnaire, c'est sûr que ces aspects-là, que ce soit quelqu'un qui, de temps en temps, il ne respecte pas la déclaration ou souvent, mais lui est habitué à travailler avec cette situation-là. Il y a des contacts, il y a des relations, que ce soit des avocats, que ce soit des autres intervenants qu'il peut utiliser pour remettre les pendules à l'heure. Il y a une compréhension du code civil, de règlement en vigueur. Il sait comment poser la question. Il sait jusqu'à où il peut aller dans ses actions coercitives quand il applique, par exemple, les clauses pénales. Il peut négocier d'une façon ou d'une autre avec les gens qui ne respectent pas la déclaration pour trouver un équilibre, pour trouver une raison avec eux là, pour arrêter de... Il y a plusieurs outils là-dessus, un gestionnaire, à mon avis. Ouais. Maître Abud, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, est-ce que c'est réalisable de vouloir interdire l'usage du cannabis dans les parties communes et privatives d'une copropriété? Est-ce qu'on peut encore le faire aujourd'hui malgré la décriminalisation depuis octobre 2017? Bien sûr, et je vous dirais même que le législateur a facilité la chose, en ce sens qu'on a le fameux article 1102 du Code civil qu'on croyait être au départ le principal obstacle à l'interdiction du cannabis. Alors, article qui se lisait comme suit, j'y viens tout de suite, donc, est sans effet. Toute décision du syndicat qui, à l'encontre de la déclaration de copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur relative de sa fraction, à la destination de sa partie privative ou à l'usage qu'il peut en faire. Alors, les mots magiques ici étaient « ou à l'usage qu'il peut en faire ». Ces mots ont été supprimés. Ils ne font plus partie de l'article 1102. Donc, l'effet de cet article-là est restreint maintenant à la possibilité de modifier la valeur relative d'une fraction ou encore sa destination. Alors, est-ce que c'est possible? Absolument. D'autant plus que si on va chercher la majorité de 90 % requise pour modifier la destination de l'immeuble, donc il n'y a absolument pas aucune restriction au sens de si on peut aller chercher ce pourcentage de vote, il n'y a absolument rien, je pense. Et modifier la destination de l'immeuble de façon à ce qu'on n'y consomme pas de cannabis, bien voilà. Le tour est joué à mon sens. À moins là, que quelqu'un ferait la preuve là, qu'on a visé personnellement pour l'empêcher d'exercer ses droits, là, que ça a été fait de façon malicieuse et tout ça. On peut s'appliquer l'article 1103. Autrement, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être interdit. Là. OK, très bien. Et Maître Abud, une question complémentaire. On revient au bail, là. Est-ce qu'on peut faire signer les règlements par un locataire déjà? Est-ce qu'on peut faire signer les règlements par un locataire déjà en place
ou si, en fait, je pense que la question, c'est de dire, est-ce qu'une fois que le locataire a signé le bail, on peut encore interdire on peut encore l'obliger à respecter, comme vous le disiez tout à l'heure, Absolument. en opposant la déclaration, c'est ça? Absolument. Il suffit de faire en sorte que ça lui a été remis, tout simplement. Là. C'est ça, tout simplement. Donc, Généralement, on va leur faire signer un papier, oui, je l'ai bien remis, puis je vais en prendre j'en ai pris connaissance et c'est tout. Là. voilà, donc, et c'est ça, c'est dans le règlement de l'immeuble, c'est ça, dans le règlement de Ben, l'immeuble. c'est le règlement lui-même. Là. Voilà. Voilà. On peut évidemment inclure cette modalité-là dans le règlement, mais. Ouais. Alors, OK, très bien. Hubert Saint-Pierre, les immeubles détenus en copropriété divise qui sont mal compartimentés ou enfin qui laissent passer des odeurs pour une raison X, Y, Z, là, c'est pas toujours parce que c'est mal construit, là, c'est parce que ça peut être pour d'autres raisons. Mais est-ce que ça peut être pour d'autres raisons que parce que c'est mal construit? Première question. Oui, je vous dirais que c'est forcément mal construit parce que le Code, encore une fois, a ses exigences au niveau compartimentation concernant la protection unifuge entre les logements et entre le logement et l'espace commun. Puis ces cloisons-là doivent être scellées. Donc, puis les dalles, les planchers doivent être scellés aussi. Ouais. Alors, comme on sait, dans la construction, il va y avoir toutes sortes de conduits qui vont de bas en haut, par exemple, qui passent au travers des dalles, que ce soit les conduits électriques, la plomberie. Et donc, ça fait... Donc, je vais vous dire quand ça a commencé dans les codes, mais il faut oui. effectivement que tous ces percements-là soient scellés. Ouais. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de percements qui ne le sont pas. Donc, c'est la deuxième, si vous voulez, l'étape subséquente à faire une fois qu'on a vérifié si la ventilation fonctionne. L'autre étape, c'est d'aller voir est-ce que c'est bien compartimenté. Puis ce qui est la difficulté, c'est que c'est souvent caché à l'intérieur des cloisons. Il faut aller vérifier ça, puis sceller. Ouais. Ouais, mais un syndicat qui vraiment est malheureux dans son immeuble en raison d'une migration d'odeurs multiples d'une unité à l'autre, des parties communes vers les unités et l'inverse, est-ce qu'il peut corriger le tir? Est-ce qu'il peut réparer, corriger la situation? Si oui, évidemment, tout est relatif à la taille de l'immeuble, mais quand ça devient des grands immeubles de 10-15 étages, ça doit coûter cher, la facture, pour réparer ça? Oui, c'est sûr que c'est faisable. Il y a des compagnies spécialisées dans ça parce que effectivement, c'est un problème qu'on voit assez régulièrement. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans ce domaine-là qui le font par la suite, là, parce qu'il faut détecter les endroits et puis faire les travaux correctifs. De là à dire que ça corrige à 100 c'est pas facile de corriger à 100 mais définitivement, ça peut améliorer grandement la problématique là, de la propagation des odeurs en compartiment par la suite. En compartimentant, parce qu'on sait que la migration d'odeur peut se faire par une prise de courant, par exemple, par la toiture, évidemment, par le plafond, l'entreplafond. Ça peut se faire par des portes mal scellées ou mal installées. Donc, c'est vrai de dire ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une multitude de sources qu'il faut être capable d'évaluer et de corriger. Là. Puis, en commençant par le système de ventilation, comme je vous disais, mais il y a aussi l'effet cheminée, dépendamment de l'immeuble. Un grand immeuble avec les cages d'escalier, les cages d'ascenseur, il y a l'effet cheminée qu'on doit combattre continuellement avec le système de ventilation. C'est pour ça que le système, on revient toujours à ça, le contrôle du système de ventilation, c'est fait pour ça. Donc, il faut s'assurer que ça fonctionne bien, qu'on règle peut-être 75 de la problématique avec un bon système de ventilation. Par la suite, c'est de trouver les manquements au niveau compartimentation qu'il faut aller sceller. L'effet cheminée, Hubert Saint-Pierre, c'est l'air qui cherche à toujours monter de bas en haut, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. L'air chaud, à mesure qu'elle se réchauffe, cherche à monter vers le dessus de l'immeuble. Donc, dans les étages inférieurs, on a tendance à être en pression négative. L'air frais rentre par le bas et puis en haut, au dernier étage, on a chaud. Puis, donc, c'est un symptôme, un signe. On parle de système de ventilation, ça doit être bien conçu, bien installé, mais il y a l'étape primordiale qui est la calibration. Donc, une fois que tout ça est installé, on a beau avoir les installations qui sont conformes, qui ont été calculées en conséquence, mais au niveau de la performance du fonctionnement, il y a l'étape cruciale qui est la calibration, c'est-à-dire que si le système est installé au toit,
on injecte l'air avec un conduit vertical commun vers tous les corridors, bien évidemment, naturellement, il va y avoir plus d'air dans le corridor supérieur. Donc, l'entrepreneur spécialisé vient calibrer ça pour s'assurer que tous les étages ont le même débit d'air. Et de la même façon, chaque logement a ses extracteurs. Dépendamment du concept du bâtiment, il y a des conduits communs à l'occasion pour lesquels les logements vont venir se raccorder, puis ça va être évacué au toit. Au toit, vous avez un autre ventilateur qui, lui, fait l'extraction. Et ce qu'on voit malheureusement, quand un immeuble prend de l'âge, les gestionnaires ou administrateurs ou l'entrepreneur qui vient remplacer, par exemple, un extracteur, bien, s'il n'utilise pas exactement le même ventilateur avec le même débit, à ce moment-là, il peut débalancer le système de toute une colonne de copropriété. Ouais. Il y a beaucoup d'aspects à regarder. C'est plusieurs interventions ou vérifications qu'il faut faire pour, au final, avoir une performance qui est acceptable. Effectivement. Gabriel Marcu, est-ce que votre immeuble a des problèmes de compartimentation ou ce n'est pas le cas? Ben, à date, nous avons de temps en temps on appelle des plaintes, là, des gens qui constatent certaines odeurs. C'est sûr que dans notre copropriété, on a deux éléments importants là, qu'on regarde qui n'ont pas été spécifiés jusqu'à là dans notre web radio. La fermeture des portes des unités, il doit se faire automatiquement. Donc, il y a un ressort qui ferme la porte, c'est des normes d'incendie. Donc, il y a des utilisateurs, des copropriétaires ou locataires qui peuvent cuisiner leur menu préféré. Ben, pour pas que ça sente dans l'unité, ils vont mettre un soulier dans la porte là, ou quelque chose, mais les odeurs, ils vont circuler. C'est sûr que ça, c'est une plainte qui doit être traitée par les administrateurs ou les gestionnaires sérieusement parce que c'est une norme d'incendie. La même chose, les chutes de déchets. Ouais. Les chutes de déchets, ils doivent fermer automatiquement. Donc ça empêche les feux qui peuvent être pognés dans les cheminées de chute à déchets là, de pénétrer dans l'immeuble. La même chose pour les feux qui peuvent être générés dans une unité si la porte est entrouverte. Il y a une autre particularité dans notre copropriété, puis je pense que c'est partout dans les copropriétés qui sont dotées de gicleurs puis détecteurs de fumée. Dans les unités, il y a des sprinklers qui détectent la chaleur, puis des détecteurs de chaleur. Puis il y a les détecteurs de fumée qui appartiennent aux copropriétaires qui doivent être à la charge de changement de batterie. Puis sur les corridors, il y a les détecteurs de fumée puis de chaleur. Donc, si quelqu'un il cuisine de quoi puis il a oublié le feu puis la nourriture il est grillée, donc ça crée des odeurs, les gens ont la tendance d'ouvrir la porte d'entrée. Ben, à ce moment-là, les détecteurs de fumée du corridor ils embarquent l'alarme générale de tout le building. Ça nous arrive 2-3 fois par année. Ah oui? Puis ça prouve que les gens, de temps en temps, ils ne respectent pas ces normes d'incendie qui sont très importantes. Donc, l'information, c'est essentiel là-dessus. Ouais. En reste, on n'a pas des odeurs. Quelqu'un qui fume excessivement, on a eu une situation là, d'un copropriétaire qui est plus dans notre immeuble, mais depuis, on n'a pas eu de plaintes là-dessus par rapport à ça. Maître Abud, advenant que le règlement interdit l'utilisation, la consommation de la marijuana, je présume, ou du tabac dans les parties communes, est-ce qu'on peut étendre cette interdiction aux parties communes à usage restreint? Exemple, les balcons, terrasses, évidemment. Oui, bien sûr. Si absence de plainte, même s'il y a absence de plainte des propriétaires voisins, on peut faire ça? Absolument. La présence ou l'absence de plainte n'est généralement pas pertinente là, Ouais. pour savoir si on réglemente dans un sens ou dans l'autre. Uh-huh. C'est ce que les copropriétaires veulent qui compte. Là. Oui, Ouais, absolument. Ouais. On peut tout à fait empêcher la consommation de cannabis aussi dans les parties communes à usage restreint. Ça ne fait aucun doute dans mon esprit. Là. Parce qu'on sait que d'un balcon à l'autre, quelqu'un fume sur un balcon, la fumée peut migrer vers l'autre balcon et entrer dans l'unité. Exactement le même principe que pour lequel les barbecues sont interdits dans beaucoup de copropriétés.
copropriété. Oui, oui. Maître Abud, là, il y a une question sur l'assurance. Et qu'en est-il de l'assurance dans tout ça? Évidemment, si on avait un courtier en assurance de dommages, ce serait plus facile d'y répondre, mais est-ce que, Maître Abud, il y a des choses que vous pourriez dire par rapport à l'assurance, aux assurances? Est-ce qu'un assureur, vous avez déjà vu un assureur interdire, ou peut-être Gabriel, un assureur dire, ben, écoutez, moi, j'impose des exclusions si un incendie est provoqué par le tabac ou le cannabis, je nie couverture. Est-ce que ça s'est déjà vu? Moi, je n'ai pas connu Non? là-dessus. Non. Donc, il n'y a pas des éléments que le cannabis il peut générer ou le fumer que, par exemple, une cuisinière, il peut pas. Donc, une cuisinière est plus dangereuse qu'une cigarette, à mon avis. Le feu, il peut être pogné par un circuit électrique aussi. Mhm. Il peut être pogné par des bébelles qui ne sont pas réglementés parce qu'il y a des circuits électriques qui doivent être. Il y a des normes, je pense, M. Saint-Pierre, il peut mettre plus de Ouais. précision là-dessus. Il y a des gadgets qu'on achète sur Internet, eBay ou autre chose, là, qu'on installe, des diffuseurs ou whatever, qui sont peut-être pas conformes au niveau électrique, donc ils peuvent créer des, euh, des fuites d'électricité ou créer des petits feux. Donc, je ne vois pas un élément comme la cigarette ou le cannabis qui exagère par rapport aux autres éléments. Donc, l'assureur, à mon avis, il ne pourra pas invoquer ça comme un danger plus grand que les autres éléments. C'est plus les exagérations là, qui peuvent être créées à cause de l'utilisation abusive. Donc, Ouais. quelqu'un qui fume souvent, qui laisse la cigarette, on trouve beaucoup de mégots de cigarettes sur le Mhm. tapis. Donc ça peut être une situation qui peut créer Ouais. des Des incidents. problèmes, des problèmes d'assurance. Hubert Saint-Pierre, on parle d'immeubles ventilés, mécaniques du bâtiment, mais on oublie que 80% des copropriétés sont de petite taille et n'ont pas de système de ventilation. Donc, et il peut y avoir des migrations d'odeurs nauséabondes, désagréables aussi dans ces immeubles-là. Comment on fait dans une copropriété sans ventilation pour résoudre partiellement ou totalement le problème? Effectivement, pour les petits bâtiments, les critères sont différents. Ils n'obligent pas nécessairement à la ventilation mécanique. D'où vous parliez d'échangeurs d'air qui apportent une certaine efficacité là, pour améliorer dans chacune des unités Oui. la qualité de l'air, puis évidemment l'évacuation des odeurs. Mais c'est effectivement dans les petites copropriétés, on voit beaucoup plus ce problème-là d'odeur Oui. qu'on ne contrôle pas essentiellement. Là, Oui, parce qu'il n'y a pas de système mécanique ouais. qui le contrôle. J'ai déjà, un professionnel du bâtiment m'a dit que dans un immeuble, l'immigration d'odeur de cuisson était causée par des hottes de cuisine dont les conduits ne se rendaient pas jusqu'à l'extérieur. Ils avaient comme arrêté à mi-chemin, là. Ben, Comment si on c'est le fait? cas, c'est sûr que c'est une grosse déficience là, de construction, on s'entend. Mais ce qu'on voit aussi à l'occasion, c'est qu'encore une fois, dépendamment comment le concept est fait, si il y a plusieurs copropriétaires qui sont raccordés dans un même conduit, ce qu'on voit, c'est que des fois, les copropriétaires améliorent la ventilation, l'évacuation de la hotte de cuisine. Et par exemple, les fameux ventilateurs Jenner là, qui sont très Oui. puissants. Là, alors, les Hum. gens s'imaginent qu'ils vont régler le problème avec un extracteur puissant. Le problème, c'est qu'il est plus puissant que les ventilateurs et évacuateurs des autres et la fumée refoule ou les odeurs refoulent dans les logements des voisins. Ouais. Donc, encore une fois, ça prend une similitude dans tout le système là, pour que ça fonctionne bien. Ouais. Mais c'est pas évident, hein, Hubert Saint-Pierre, d'éliminer complètement ces odeurs-là. Non, non. Donc, il faut que tu vives en partie avec ça, parce qu'à l'origine, ça a été mal construit. Donc, c'est ça? Ben, vous savez, il faut se rappeler, la copropriété, hein, c'est vivre en communauté, Oui, un à oui, côté de l'autre. On ne peut pas éviter 100% du bruit, des odeurs et tout. oui, On peut pas. c'est vrai. Il faut accepter. C'est un seuil de tolérance qui est différent d'une personne à l'autre. Il y a des systèmes qui sont en place, mais qui ne peuvent pas régler à 100%. Ouais. Ouais. Évidemment, il y a d'excellents constructeurs aussi là, qui font les choses comme il Ouais. faut. Mais malheureusement, euh, euh, donc,
on peut dire, Hubert Saint-Pierre, que tout immeuble n'est pas parfait, notamment en matière de ventilation, c'est ça? Serge Abud, je vous vois réagir. Vous voulez dire quelque chose là-dessus, peut-être? Non, non. De dire que tout n'est pas parfait est effectivement difficilement contestable. Oui. Effectivement, c'est Gabriel Marcu. Vous partagez cet avis, vous aussi? Oui, c'est bien. Oui, on partage tous. Puis aussi sur les évacuateurs, ce qui arrive souvent, les gens, quand ils remplacent sur le toit où ce que l'extrémité de l'évacuateur existe, comment ça s'appelle là, les capes là, qui sont montées à la fin de l'évacuateur, ils ont parfois des systèmes one-way, donc qui empêchent l'air de l'extérieur à retourner dans les extracteurs, mais souvent l'hiver, à cause de l'humidité, ces choses-là, ils gèlent. Donc, il faut qu'un professionnel recommande le meilleur système pour finaliser ces conduits-là, pour éviter que ces choses-là arrivent. Les conduits de sécheuse, il faut avoir des règlements pour les nettoyages à une période d'un an ou 2 ans. Là, chaque année, 2 ans, ça dépend de la longueur et de l'utilisation. Donc, toutes ces choses-là, une bonne administration, une fois qu'ils gardent un registre puis qu'ils gardent des méthodes de travail, que ce soit des inspections, que ce soit des communications, que ce soit toutes les autres moyens là, qui peuvent sensibiliser les gens là-dessus, ça aide à une bonne ventilation de l'immeuble. Ouais. Dont la pertinence d'avoir un carnet d'entretien qui va oui. couvrir tous ces aspects-là pour éviter des problèmes. Effectivement. Oui. Effectivement. Maître Abud, en terminant, là, oui. Avant le 17 octobre 2018, je me souviens que les avis juridiques allaient fortement dans la direction où on suggérait aux syndicats de copropriétaires d'interdire la marijuana dans les parties communes et privatives avant le 17 octobre 2018 parce qu'on appréhendait des problèmes multiples d'odeurs liées à la marijuana. Est-ce qu'on peut dire, là, c'est encore tôt peut-être pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'on a paniqué, est-ce que cette crainte est justifiée aujourd'hui? Est-ce qu'on voit des recours, plusieurs recours pour contester cette décision d'interdiction du fumer de la marijuana? Généralement, ce qu'on disait, si je me souviens bien à l'époque, on disait surtout qu'on pouvait adopter un règlement qui interdisait, et ce règlement était valide parce que c'était une substance illicite au départ. Oui, et donc, qu'après le 18, il faudrait y aller à 90% et modifier la destination de l'immeuble. C'est comme ça donc, que je me souviens de la présentation de la chose. Parce qu'évidemment, on n'avait pas le choix que de fonctionner de manière hypothétique et de spéculer suivant les principes qui nous étaient connus. Maintenant, est-ce que je n'ai pas connaissance encore de décisions des hauts tribunaux qui ont cassé les règlements interdisant l'usage du cannabis sur la base de peut-être de la Charte des droits ou quelque chose comme ça, mais encore une fois, il faudrait ici que je fasse des vérifications plus approfondies. Donc, je pense que jusqu'à maintenant, les interdictions sont plutôt ont du succès plus qu'autre chose. Là. Oui. Il faudra savoir quel moyen de défense, lorsqu'on va en injonction pour faire respecter les déclarations, quels moyens de défense vont être acceptés par les tribunaux. Il pourrait y avoir, bien sûr, les principes établis à 1103, le fait qu'un règlement serait adopté simplement pour nuire spécifiquement à un copropriétaire, alors que, ou encore, est-ce qu'on peut considérer que la marijuana ou le cannabis sont un moyen de compenser un handicap suivant ce que la Charte des droits dit? Je ne suis pas certain que ce soit encore établi par les tribunaux. Alors, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci à nos invités, Serge Abud, avocat en droit de la copropriété au cabinet LJT Avocat. Merci d'être venu. Gabriel Marcu, gestionnaire de copropriété, est là de ceux qui répondent aux questions du regroupement des... Il répond aux questions de la ligne, sur la ligne info gestion du regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec.
Merci d'être venu, Gabriel. Merci beaucoup. Merci Hubert Saint-Pierre également d'être venu, ingénieur qui a développé une grande expertise en bâtiment, notamment dans le domaine de la copropriété divise. Je rappelle que cette émission est une présentation de Condo Stratégie, donc Condo Stratégie, qui est une firme en gestion de copropriété qui vous donnera l'heure juste et qui gère les copropriétés avec une grande rigueur. Pour en savoir plus, condostratégie.ca, comme je vous l'indique ici avec le curseur. Merci encore une fois à nos invités d'avoir été là. La semaine prochaine, 19h, mercredi, en direct sur la page Facebook de condolégal.com. Bonsoir. 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 Bonsoir.